Για να αποκτήσεις ελπίδα πρέπει πρώτα να αγωνιστείς. Ο αγώνας φέρνει την ελπίδα. Θα κερδίσουμε, δεν θα μας πάρουν την περιουσία μας. L'espoir, on s'en méfie en Grèce. C'est pas un mot qu'on aime beaucoup. Comme dans la plupart des langues du monde entier, espérer, comme en espagnol par exemple, ça veut dire attendre. Et la plupart des grands slogans, des grands proverbes en Grèce nous disent de nous méfier de l'espoir, de nous méfier d'un calcul sur les perspectives. Mieux vaut ne pas spéculer sur les perspectives de résultats et nous choisir en fonction des éléments dont nous disposons et surtout de notre conscience critique, de nos convictions éthiques et politiques. C'est ça aujourd'hui qui est le plus important, libérer l'imaginaire pour construire du désir et donc de la volonté. Alors à travers les témoignages recueillis, une partie du peuple grec paraît toujours résister et non pas résigner. Une grande partie de la population, moi, que je vois, et bien sûr, oui, il y a une grande colère, une grande révolte. L'avantage en Grèce, justement, c'est que pour l'instant, elle ne profite pas à l'extrême droite, assez peu. Et donc, elle reste, on va dire, dans le champ de la lutte pour l'humain, pour la terre et pour la vie. Chacun à sa façon, certains dans le champ électoral, d'autres en dehors du champ électoral. Les luttes sociales sont en train de se réveiller. De plus en plus intense, notamment sur les ZAD grecs, c'est-à-dire contre des éoliennes industrielles dans les montagnes de Crète, des projets qui sont complètement délirants, titanesques. Également dans le nord de la Grèce, près de la Chalcidique, dont on parlait dans le film précédent, Ne vivons plus comme des esclaves, contre la société Eldorado Gold, devenue Hellas Gold, mine d'or polluante et saccageant les montagnes. Et puis il y a actuellement un processus en Grèce concernant énormément de privatisations auxquelles s'oppose la population. Environ 50 milliards de privatisations sont exigées par la Troïka, les grandes institutions, et beaucoup de gens sont décidés à résister, même si le gouvernement grec a malheureusement signé. La population n'est pas prête à accepter tout ce qui va se passer. Μας παίρνουν τη γη μας, μας παίρνουν τα νερά μας, μας πιάνουν τα παιδιά μας και τα κλείνουν στη φυλακή, τους παππούδες τους αλυσοδένουν, χτυπάνε τα άγρια πουλιά. Από 70 χρόνια τώρα που ήρθαν οι Αναζοί, ήρθε τώρα η εταιρεία, η γαλλική εταιρεία, να μας πάρει τα νερά μας και την περιουσία μας. Hoy en España los hombres no tienen vivienda para vivir, no tienen trabajo y tampoco tienen dinero para comer. Somos 150 familias las que hemos ocupado la vivienda, vivienda por necesidad, porque no tenemos dónde vivir, porque nos han desahuciado, porque no tienen para pagar el alquiler o simplemente no tenían sitio, no tenían casa donde estar. Y no podíamos afrontar el pago y entonces los vemos en la situación que nos vemos, en esta situación precaria y como nosotros pues miles de españoles más. Alors en Espagne, justement, à travers aussi l'action citoyenne menée par Podemos, les choses pourraient également changer dans le bon sens, mais la partie engagée n'est pas gagnée pour autant. Ben, ça dépendra du nombre de concessions que sera prêt à faire Podemos, en fait. Parce que Pablo Iglesias, qui est allé soutenir la campagne électorale d'Alexis Tsipras le 20 septembre dernier, semble tolérer en quelque sorte la concession, sinon plus, qu'a faite Tsipras aux grandes institutions internationales. C'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, hein. Il y a une polémique pour savoir si c'était le sens des responsabilités ou si au contraire c'était une capitulation doublée d'une trahison. Des Grecs interprètent les choses diversement, mais quoi qu'il en soit, en Espagne aussi, ça provoque des réactions intenses, puisqu'il y a des gens qui trouvent que Podemos n'est pas assez radical dans son projet de mettre fin, par exemple, aux dettes en allant jusqu'à annuler la dette, et d'autres, au contraire, qui trouvent que quand même le principe de base de Podemos, c'est-à-dire d'être parti du M15, c'est-à-dire le mouvement des indignés, reste toujours là. Les avis sont partagés. En tout cas, c'est surtout le mouvement social dans son ensemble qui est très intense en Espagne.
beaucoup de gens en France ne sont pas au courant de tous les mouvements sociaux qui ont eu ces derniers mois. Et notamment, par exemple, cette marche de la dignité à Madrid qui a rassemblé plus de 2,5 millions de personnes. En Grèce et en Espagne, on arrive à mobiliser. Il serait temps qu'en France, on arrive à faire de même. Est-ce qu'il faut encore plus de misère, encore plus de pression du peuple pour qu'il réagisse dans le bon sens? Il y a deux façons de se mettre en mouvement. Soit dans l'état de nécessité, quand la vie d'avant n'est plus possible, on est obligé de changer la vie. Ça, c'est l'état de crise, le temps critique qui devient le temps de la critique. Mais il y a une deuxième façon. Et cette deuxième façon, c'est la transformation de l'imaginaire social. C'est la libération de l'imaginaire, la décolonisation de l'imaginaire qui nous permet de construire du désir, c'est-à-dire de projets, et de se mettre en œuvre ensemble, développer une volonté de faire pour vraiment construire des projets même à côté, s'il le faut, autonomes, indépendants, proposant des tas de choses dans tous les domaines. Je crois que chacun peut trouver chaussures à son pied. Certains sont plus préoccupés parmi nous par la question écologique, d'autres par la question sociale, d'autres par la question politique. L'important, c'est de participer à ce mouvement social, à le reconstruire, à le développer dans le sens de l'humain, dans le sens de la vie, dans le sens de la terre. On n'est pas tous au même endroit au même moment, on n'a pas tous la même culture, la même éducation. Il faut respecter les façons d'agir de chacun dans le mouvement social, apprendre à vivre ensemble avec nos différences, à faire converger nos luttes dans la synergie, pas forcément dans l'unité, mais au moins dans la synergie. C'est l'enjeu majeur, je crois, aujourd'hui, d'arriver à sortir des clivages, des dogmatismes et des sectarismes qui nous enferment chacun de notre côté, alors qu'on a tant de choses à faire ensemble face au rouleau compresseur néolibéral. J'ai vu que tu étais signataire du contre-sommet pour le climat, aux côtés notamment de Serge Latouche, partisan de la décroissance. Quelles sont donc tes motivations par rapport à cet engagement ? Moi, je vois bien que la COP21, c'est de la poudre aux yeux, comme d'habitude. Il suffit de voir le casting pour comprendre qu'on se moque de nous une fois de plus. Pour moi, la question écologique est incontournable et elle me semble aller de pair avec la question sociale et la question politique. En fait, c'est l'ensemble de la façon de concevoir la société qui est à revoir. On doit changer de paradigme aujourd'hui. C'est vrai qu'en France, les gens ont encore peur pour la petite propriété, d'où le réflexe de voter l'extrême droite pour l'instant de la part de certaines personnes. Mais il me semble que de plus en plus, les masques vont tomber ici et là et surtout il faut comprendre qu'on a des perspectives à inventer, à créer ensemble. Les alternatives, elles sont là, elles sont nombreuses. On a encore la capacité de faire autre chose que se replier sur soi. On a le choix entre un avenir différent ou un retour mythique vers le passé, une régression. En vérité, le fascisme, ce n'est rien d'autre que vouloir retourner dans son nid douillet, dans son berceau d'enfant, en mythifiant Brigitte Bardot, Lefranc, plein d'autres choses. Et en réalité, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire, c'est pas du tout de mythifier, c'est de construire une réalité nouvelle sur la base des besoins humains et de la sauvegarde de la vie et de la terre. Donc malgré la victoire de Syriza en Grèce, les financiers européens semblent avoir fait plier le peuple grec. Comment éviter la progression de l'extrême droite dans ce contexte ? L'extrême droite, elle n'augmente pas en Grèce. On croit qu'elle augmente vue de France, mais en fait, ce sont des chiffres erronés, des interprétations, etc. En réalité, entre l'élection législative de mai 2012 et de juin 2012, il y a eu une nette baisse. Ensuite, en janvier 2015, encore une baisse. Et là, en septembre 2015, maintenant, là, le 20 septembre, on a eu une légère hausse de 1% environ. Mais en réalité, au niveau du nombre de voix, ça a encore baissé parce qu'on a eu une montée de l'abstention. Donc en réalité, l'extrême droite ne cesse de chuter depuis mai 2012. Voilà. Mais vue de France, évidemment, c'est quelque chose qui impressionne parce que c'est des nazis, c'est vraiment les pires en Europe ou parmi les pires en Europe. Ce qui fait qu'ils ont baissé, c'est en fait le procès de Pavlos Fyssas, le chanteur antifasciste. Il a été assassiné. Assassiné par eux. Donc du coup, comme l'enquête a touché toute la direction de ce parti, Obdoré, donc, par conséquent, on a su pas mal de choses concernant le contenu des perquisitions. Par exemple, ils ont un véritable musée du nazisme chez eux. Ils ont jusqu'à un abat-jour en peau de juif, soi-disant. Enfin, c'est vraiment des fous, des monstres. Et donc, du coup, forcément, ça a permis de les démasquer aux yeux de beaucoup de gens qui étaient partis dans une colère stérile vis-à-vis du pouvoir actuel en Grèce. Donc en Grèce, cette extrême droite-là est plus virulente que celle qui s'instaure et s'installe en France. Le masque est différent. Après, le fascisme en général, on ne connaît vraiment son contenu que quand il exerce le pouvoir. Avant, il est un populisme comme un autre, avec évidemment un imaginaire, des mythes qui sont plutôt tournés vers le passé. Est-ce que tu n'as pas été menacé un certain nombre de fois par rapport justement à ce type de reportage ?
Ah ben ça, c'est quand on est dans le mouvement social, quand on est présent dans les émeutes, quand on est présent dans des circonstances qui sont polémiques et dans l'illégalisme, on va dire, dans la désobéissance civile. Dans ce cas, on s'expose évidemment et ça fait partie du jeu que de nous voir prendre notre matériel ou du harcèlement, des cartes SD qui sont saisies, ou encore un croche-patte à Barcelone, je me souviens, qui m'a conduit à perdre une partie de mon matériel et mon genou avec, qui depuis me fait bien mal. Voilà, donc ça fait partie de la participation au mouvement social. Je ne suis pas plus à peindre que n'importe lequel d'entre nous qui, dans le mouvement social, lui aussi se fait prendre toutes ses affaires. Les camarades du Testé se sont fait voler tout leur matériel, leurs affaires personnelles qui ont été brûlées par les gendarmes mobiles. Également, d'autres qui ont été blessés, voire même assassinés par des grenades offensives comme Rémi Fraisse. En Grèce, ça arrive souvent, en Espagne aussi. Bref, je suis un membre comme un autre du mouvement social et à ce titre, on me prend aussi mes affaires et on me fait quelquefois souffrir. Ouais. Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω. Ως πότε πια για ψέματα θα πεθαίνουν τα παιδιά μας? Ως πότε πια θα σβήνουνε τα όνειρά μας? Ως πότε αυτή η ζωή της τυνοδείας? Κι ως πότε η εποχή της κρατικής τρομολαχνίας? Φτάνει πια, φτάνει, δεν πάει άλλο. Ως που θα πάει αυτή η κοροϊδία? Ως πότε πια αμάθεια, απάθεια? Ως πότε μαλακία και ατιμωρησία? Ως πότε ρε θα την κάνουμε γαργάρα? Κι ως πότε θέλ να σπρώχνουμε στον ανήφορο γαϊδάρα? Φτάνει πια, φτάνει, δεν πάει άλλο. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά? Και πότε πες μου πότε θα ξαναβγούμε στα βουνά? Φωνάζει ο Ρήγας απ' τον τάφο του. Ως πότε αυτό το χάλι το ψάρι παραδρόμησε απ' το κεφάλι?